Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un scandale dont on parle assez peu en France, le scandale Puff Daddy, et qui pourtant a tellement de choses à nous dire sur notre époque, et qui probablement pourrait avoir un impact sur l'élection américaine. Alors qui est Puff Daddy? Puff Daddy, c'est alias P. Diddy, alias Daddy, alias Sean Combs. C'est un chanteur et surtout un producteur de rap, de hip-hop américain. Je crois qu'il est originaire de New York, je suis pas sûr. Multimillionnaire ou milliardaire et qui, depuis 20 ans, hein, Puff Daddy, c'est le symbole des derniers 20 ans du rap. Depuis 20 ans, symbolise le rap business, le rap gangster, le rap sexualisé, devenu business. Il a sorti, disons, le rap des marges pour en faire une industrie qui rapporte beaucoup d'argent à des gens comme lui, mais surtout une industrie scandaleuse hein, par les excès, la sexualisation, l'apologie du crime, mais qui assume son scandale, qui assume ce qu'elle est et qui a rendu mainstream cette sexualisation et cet aspect de cette apologie du crime qui est, qui est devenu le rap américain. C'est tout ça, Puff Daddy. Et donc, il est en tôle depuis quelques jours à la demande du parquet de New York pour proxénétisme, formation d'une bande organisée, trafic sexuel et d'autres délices. Présomption d'innocence, évidemment, mais bon, quand on lit en diagonale l'indictment, hein, le courrier en gros qu'envoie le procureur au juge pour demander la mise en examen et l'arrestation, on voit que Puff Daddy est accusé de crimes très graves, notamment d'avoir organisé des soirées, des parties fines, filmées, où il aurait obligé des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons apparemment, à, à coucher avec des acteurs, avec des professionnels du sexe, des acteurs de films X, hommes, et ils ont été filmés. Euh, et ils auraient été drogués. Et ça aurait duré depuis plusieurs années. Et dedans, il y aurait des figures très importantes de la pop musique américaine, hommes et femmes. Euh, c'est incroyable comme histoire, parce que ça dure depuis longtemps, apparemment. On s'en saisit aujourd'hui. Euh, on ne connaît pas les noms, vraiment, on n'a pas de certitude du nom des victimes. Ça a été organisé en bande parce qu'on ne fait pas une soirée comme ça tout seul, hein. Il faut des gardiens de la sécurité, il faut des dealers pour amener la drogue, il faut des gens pour nettoyer les chambres d'hôtel, il faut des complices, hein, les acteurs, tout ça. Il y a des pilotes d'avion qui ont transporté les gens d'un état à un autre ou vers l'étranger. Tout le monde s'est écrasé. Tout le monde s'est écrasé, notamment les victimes. Enfin, on ne sait pas si elles ont porté plainte ou pas, mais il y a eu apparemment des menaces avec les vidéos de tout ce qui a été tourné. Enfin, c'est très humain, j'allais dire, ce qui se passe là. C'est le fait que la justice est toujours une exception. Nous ne vivons pas dans un monde juste. La justice n'est pas advenue. En tout cas, même en démocratie, enfin, on est quand même aux États-Unis, on n'est pas. Tu me diras, c'est passé au Nigeria, aux Philippines, ou aller en Russie, ouah, les oligarques. Ok, mais là, quand même au cœur de l'état de droit. Et les victimes ne sont pas des migrants mexicains qui ont été kidnappés sur le Rio Grande par des passeurs qui les auraient revendus à Puff Daddy. Non, c'est des stars ou des gens qui ne sont pas vulnérables entre guillemets. C'est pas des SDF à qui on va enlever un rein enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a un déni de justice. On a même une incapacité à rendre la justice sur des crimes extrêmement graves parce que les gens sont tenus. Les gens sont tenus par les enregistrements, par l'intimidation, plus que la violence, la promesse de la violence. Pourquoi je parle de ça? Pas parce que enfin, c'est dégoûtant. Euh, mais je parle de ça parce que ça se passe en bas de chez nous tous les jours. Nos démocraties merveilleuses et tout ça n'ont rien de démocratique parce qu'elles ne rendent pas la justice. Vous le voyez, vous l'avez peut-être vécu. Combien de fois vous n'avez pas pu déposer plainte? Vous avez déposé plainte, vous n'avez pas pu avoir de témoins qui avaient peur des représailles. Combien de plaintes ont été déposées? Violence conjugale, mais pas seulement, et ont été retirées. Euh, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'au Nicaragua, hein. Ça arrive
dans toutes les démocraties aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait un pays démocratique aujourd'hui où où la victime, où toutes les victimes soient à l'aise pour porter plainte. Croyez-moi, je pense que les victimes qui ont vécu ça, elles auraient certainement, elles auraient dépassé la barrière de la honte pour avoir la justice. Parce qu'il y a des femmes que tu es battues, enfin, c'est terrible. Mais je pense qu'elles n'ont pas, le système n'a pas été capable de les accueillir, de les rassurer, de les protéger. Hein, on voit ça dans les films, nous voyons ça dans les films de mafieux, tout ça, les programmes de, les témoins protégés, tout ça, anonymés, tout ça. Mais euh, c'est d'abord réel, ça ne concerne pas que la mafia. Nous avons aujourd'hui une espèce d'attaque contre la justice exercée par le Kidam, au moment qu'il est violent. On sait très bien, hein, on ne va pas pointer les doigts vers les uns vers les autres, on sait très bien qu'avec certaines personnes, on a intérêt à ne pas porter plainte et on a intérêt à ne pas avoir de problème. On a intérêt à fermer les yeux, à éviter, à mettre de l'eau dans son vin, parce que même si on a raison, même si on porte plainte, ces personnes-là peuvent nous éliminer, nous éradiquer, nous faire du mal, casser notre voiture, brûler notre maison, avant que la justice ait pu se prononcer. Et même si la justice se prononce, ces personnes-là savent qu'elles ne seront pas, qu'elles n'iront pas en prison. Même si elles vont en prison, la prison est tenue par leurs amis, ou voilà, ou même ils sont déniaisés par la prison. Ça leur fait plus peur. Il leur faudrait maintenant le bagne ou la torture physique. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Et ce crime, et ça arrive aux États-Unis. Hein. Encore une fois, c'est pas Tijuana, Ciudad Juárez, le pourtour du lac Tchad, du côté entre le Cameroun et le Nigeria. On est au cœur, entre guillemets, de l'état de droit. Et nous aurons des surprises. Deuxième chose, pourriture du milieu quand même, j'allais dire, du cinéma et de la musique, pour pas mettre tout le monde dans le même sac, encore une fois, présomption d'innocence. Mais ces gens-là, quand même, passent leur vie à nous donner des leçons. Ceux qu'il faut voter, contre qui il faut pas. Évidemment, tout ce monde-là vote Kamala, Biden, Clinton, Obama, sont tous contre Trump, évidemment. Ils sont tous pour les frontières ouvertes. Je me demande si ils croient vraiment à ce qu'ils disent. Dans ce cas-là, ils ont un grave problème de concordance, de dissonance, parce que certains d'entre eux sont mouillés jusqu'au cou dans l'affaire Puff Daddy ne sont vraiment pas des exemples de vertu, donc ils n'ont pas à nous dire la vertu, ou je me demande s'ils ne sont pas obligés par le chantage à défendre cette imposition politique. Je me pose la question. Bon, après on me dira c'est la conspiration, tout ça. Heureusement qu'il y a un peu de... Enfin, il ne faut pas confondre la conspiration et le scepticisme. Je vois des positions politiques de certaines icônes américaines, du hip-hop ou même du sport, je me dis c'est pas possible qu'un type comme ça, qui ait un tel talent, qui ait une telle expérience de vie, parce que c'est pas des imbéciles quand même. Un type qui joue au basket à haut niveau, c'est pas seulement un animal musclé, quoi. Il faut de la volonté, il faut du discernement, il faut gérer la douleur, il faut un mental d'acier. C'est pas un abruti, un type qui joue au basket, ou au football américain, ou même un type qui chante à un certain niveau. Il y a une pression, il y a une gestion du business. Quand on voit leur position politique, je me dis, bah, moi j'espère. Je préférerais qu'ils soient victimes tenus que vraiment qu'ils adhèrent vraiment à ces thèses-là, parce que là, c'est la fin du cartésianisme. Hein. Comment un cerveau peut être aussi brillant sur, ce- sur certains aspects et aussi déplorable sur d'autres. Mais en tout cas, vous voyez comment la société est guidée. Elle est guidée par Hollywood, par la musique, le rap, qui permet ça, parce que ce qui se passe là dans l'affaire Puff Daddy, tout le monde le sait depuis longtemps, tout le monde s'écrase. Notamment, enfin, tout le monde s'écrase. Donc, et ces gens-là, quand même, sont le là. Et pourquoi ils sont le là? Bah, parce qu'on leur permet. Et je me demande où sont les églises catholiques, évangéliques. Où sont-elles? Parce que la- là, on est dans le mal total, quoi. D'un point de vue religieux, moral, moralisant, hein, mais on est aussi dans le mal, mal total d'un point de vue, dire, au-delà des religions. Vous avez des victimes et des bourreaux. On est dans le marquis de Sade, là. On n'est plus dans la moraline. Hein. Non, non. Dans la préservation de la vertu. On est dans la prédation. Vous avez des prédateurs là-dedans. Le boulot de l'Église, c'est de rentrer là-dedans. Or, vous avez des églises protestantes
ou une église catholique qui s'est tellement retirée, elle ne s'est pas retirée du champ poétique et de la société, elle a déposé le fusil et l'espace a été occupé par le gangster rap, par ça, par ces élites. Alors, faut pas non plus dire toutes les élites, tout ça, mais enfin, moi, euh, je suis quand même abasourdi par l'absence de toute condamnation morale de ce qui se passe là. On est vraiment dans le mal absolu. Je serais cardinal, évêque, je sais pas quoi, mais je surferais sur ça. Pas pour un but politique, mais pour dire le bien et le mal. Pour dire le bien et le mal. Parce que tout ça, c'est. Le traitement judiciaire ne sera jamais un traitement moral. La justice est technique. La morale, donner du sens à ce qui s'est passé, c'est le travail notamment des religieux et des politiques. Alors, ce sera le troisième point, et le dernier point, si vous permettez. On est vraiment dans on est dans la prédation. On est dans la prédation et on est dans la nature humaine la plus abjecte. Et on l'a oublié parce qu'on nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, le monde est devenu digital, tout est numérique, l'IA, les robots, tout ça. Mais en fait, enfin, la nature humaine n'a pas changé. Vous avez des hommes qui, une fois qu'ils vous dominent, vous oppriment. Dans le cas Puff Daddy. Vous avez des hommes sans surmoi. Apparemment, ce serait son cas. Pas de surmoi, pas de remords. Vous avez des lâches. Vous avez des complices, des gens qui ont vu tout ça, les pilotes d'avion, qui ont transporté les jeunes d'un point A à un point B ou des États-Unis vers l'étranger, les gens qui ont loué les maisons, les gens qui ont nettoyé les maisons, les gens qui ont préparé les chambres d'hôtel, les gens qui ont fait le ménage, les vigiles évidemment, les gardes du corps, les gens qui ont filmé. Il doit y avoir des terabytes de données là-dedans. Euh, Probablement même des flics qui n'ont pas pris les plaintes on l'a vu avec le cas Epstein. La justice aurait été, se serait défilée hein, dans le cas Epstein au début. Donc tout ça, c'est la lâcheté, ça, c'est l'être humain. On n'a pas changé. On n'a pas changé. On n'a pas changé, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on oublie que l'émotion de base, c'est la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais faire casser la gueule? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Que vont dire mes amis? Comment oserais-je critiquer quelqu'un qui a du succès comme Puff Daddy? Comment mon gosse écoute? Je sais pas quoi. C'est la peur de se retrouver tout seul, d'avoir raison tout seul. C'est pour ça que le monde ne marche pas, parce que nous avons peur de dire la vérité. Et là, la vérité, elle est claire. Là, on n'est pas en train de parler d'une théorie fumeuse de sociologie. Non, on est en train de fumer on est en train de fumer, non. On est en train de parler de la vérité. Enfin, c'est écarlate. Écarlate. Et vous avez cette lâcheté-là qui nous habite, qui m'habite, et qui est très humaine. Alors, il ne faut pas nous condamner, mais il faut garder ça en tête et se dire que toute institution humaine n'a pas pour but n'a pour autre but que de nous aider à être moins lâches et à nous protéger contre nous-mêmes. Pourquoi nous nous mettons en groupe? C'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger. Le système juridique, judiciaire, je ne sais pas comment il faut dire, il doit nous aider à lutter contre ça. Il doit compenser notre lâcheté. Posons-nous la question, quelle valeur mettons-nous à l'honneur dans nos sociétés? Américaines ou européennes, ou même maghrébines? Est-ce que nous mettons en valeur le courage? Tu parles. L'honneur, tu parles. La dignité, tu parles. Le sacrifice, tu parles. L'audace, tu parles. L'ambition, tu parles. L'ambition, c'est pas acheter une Mercedes. L'ambition, c'est euh, aller au-delà, quitter sa place, aller au-delà de là où on vous attend. Tu es femme de ménage, est-ce que tu vas au-delà ta fonction de femme de ménage et tu dis, tu portes plainte? Tu es. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'ambition. L'ambition, c'est se regarder dans une glace. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai été un homme. J'ai vu un crime, je l'ai dénoncé. Je me suis même opposé à la commission de ce crime. Franchement, quelle société aujourd'hui défend ces valeurs? Non, on défend la lâcheté. On te dit non, sois tolérant. En fait, on te dit sois lâche. On défend le relativisme. Tu peux plus rien condamner. Plus rien condamner. Hein. Voilà, si tu condamnes quelque chose, tu es xénophobe, je sais pas quoi phobe, euh, et on te dit, pense à toi. Ferme ta gueule, pense à toi. Et on t'apprend la faiblesse.
Et on t'apprend l'impuissance. On peut rien, on n'y peut rien, c'est le système. On t'apprend à être un petit malin. Ferme ta gueule, occupe-toi de tes intérêts, laisse couler, dissimule. euh, euh, on a interdit la légitime défense, hein, les juges, certains juges, trop de juges, te préfèrent mort plutôt que survivant. Ils préfèrent que tu te fasses casser la gueule, tuer, au lieu d'utiliser la légitime défense, de triompher de ton agresseur. Hein. Ils te préfèrent mort, ils préfèrent que tu aies raison, mais que tu sois mort. Moi, je préfère avoir tort et survivre. Bon, donc, nos valeurs, et là, c'est pas la féminisation des valeurs, ça n'a rien à voir avec les femmes. Les femmes n'ont rien à voir avec ça. On est dans une espèce de, de comment dirais-je, de grégarisation des valeurs. On prépare à des moutons, on nous prépare à être des moutons dans une meute, voilà. Et des moutons guidés par des bergers, êtres humains, ou des bergers allemands, des chiens qui vont nous guider. On nous prépare, ce sont ces valeurs-là qui sont transmises. La nature humaine a triomphé, hein, elle triomphe toujours de nous, malgré nos illusions. Voilà, peuvent d'être noirs. Donc pour la plupart de nos intellectuels, il a raison d'office. Hein. Il a raison d'office. Dixit l'affaire Naël. Hein. L'affaire Naël, on a mis 2 ans à voir que les flics n'avaient pas forcément tort. 2 ans, 800 ou 900 millions d'euros de dégâts, des carrières politiques explosives ont été faites sur cette affaire. Voilà, Madame Borne qui déclare des choses, Monsieur Macron qui déclare que la police est impardonnable, je sais pas quoi. Voilà, on a mis 2 ans. Donc, Puff Daddy, noir, symbole de cet activisme noir américain anti-blanc. Hein, je m'efforce à le dire souvent, nous ne sommes pas américains. La France ne sont pas les États-Unis, n'est pas les États-Unis. Les États-Unis a une guerre raciale, bilatérale. Bilatérale. Donc Puff Daddy, je ne le connais pas assez pour vraiment pour être catégorique, mais il participe de cet esprit-là, anti-blanc, de revanche. Regarde, j'ai des milliards, j'ai un jet privé, moi je peux dire le N-word, le mot qui commence par N, pas toi. Si toi tu le dis, tu vas en tôle ou je te casse la gueule ou je sais pas quoi. Et moi, je peux le dire parce que moi je suis privilégié. On nous dit qu'il y a un privilège blanc. Ben bon, cherchez-le. Moi je te domine. Vous avez vu les clips des rap, ils sont toujours filmés comme ça, filmés en contre-plongée, je sais pas comment il faut dire. Tu es toujours en bas d'un rappeur, hein, il te domine toujours. Enfin, c'est la prédation. Et là, la prédation, elle est tenue par quelqu'un qui vient d'une minorité. Ça me fait rire parce que ce n'est ni bon ni mauvais. La seule leçon, c'est que la nature humaine est la même partout. Vous avez des prédateurs dans toutes les races, toutes les ethnies, toutes les religions. Et méfiez-vous des gens qui exposent leurs vertus, qui arrivent en te récitant le petit livre rouge, hein, je recycle mes déchets, je ne roule pas au diesel, je fais le ménage à la maison, c'est moi qui fais la vaisselle, je ne vote pas à Front National, j'adore l'Europe, tout ça. Méfiez-vous. Chez nous, en Afrique du Nord, enfin bon, moi je me méfie hein, des gens Je me méfie, je dis, hein, je parle dans mon nom propre, pour éviter les susceptibilités. Parce que d'ailleurs, la nature humaine est susceptible actuellement, parce que les gens sont impuissants. En fait, on peut rien. Nous, ici, on discute, on commente, mais on n'a aucune espèce d'emprise sur le réel. Vous avez vu le gouvernement en France, les gens ont voté pour X, ils ont eu Y. Les gens ont voté pour Z, ils ont eu Y quand même. Donc, comme nous sommes impuissants, nous sommes très susceptibles. Ah, pourquoi tu as dit ça? Parce que la seule chose que je puisse t'arracher, la seule chose que je puisse obtenir dans une journée normale, c'est de t'humilier, de te rabaisser. Parce que je peux rien contre le gouvernement, je peux rien contre le CAC 40, je peux rien contre le climat, il bouge, il change malgré moi. Donc, comme je suis impuissant, ben, je m'acharne sur les plus faibles et sur les petits trophées. Voilà, t'humilier, voilà. Donc, tout le monde. Donc, je ne dis pas, je ramène ça au cas du Maghreb, d'Afrique du Nord. Si je dis chez nous, les Marocains ou les Tunisiens, les Algériens, j'aurai demain, boum, des messages qui vont tomber. Qui es-tu pour dire ça? Nous ne sommes pas comme ça. Donc, je parle pour moi. Et ce que je dis ici est vrai pour la France aussi, tout ça. Hein. Nous sommes tous très susceptibles parce que nous sommes tous impuissants. Nous vivons l'ère de l'impuissance. Hein. Je peux parler au téléphone avec un Chinois ou un Indonésien sans sortir de chez moi gratuitement, mais je ne peux pas agir sur ce qui se passe en bas de chez moi. C'est ça notre époque. Donc, moi, je me méfie des gens qui ont la marque ici de la prière. Pas tous, mais très sincèrement, je m'ouvre à vous. Parce que c'est la vertu qui est exposée. Il te dit, voilà, attention, moi, je suis un religieux, tout ça. Moi, je fais gaffe. Je fais un procès d'intention. Nous avons tous des préjugés. Et heureusement que nous avons des préjugés. Parce que si tu avais pas de. Quand tu es dans la savane, tu vois un lion, tu as intérêt à courir. Tu n'as pas intérêt
à te dire est-ce que je fais un procès d'intention au lion? Il t'aura mangé d'ici là. Et dans le doute, vaut mieux te sauver. D'accord? Très bien. Rappelez-vous-en hein, lors d'un prochain safari. Euh, donc, cette vertu exposée, elle explose là. Voilà, elle explose. Tout ce milieu-là qui nous a dit voilà, aux États-Unis, le mal c'est ça, nous c'est le bien. Tous ceux qui te disent le mal c'est l'autre, ils te détournent de voir qu'en eux, il y a peut-être le mal. Le mal est partout, en moi, en vous, en tout le monde. Hein, c'est la nouvelle du jour. Eh bien, la nature humaine nous rattrape, hein, elle prend à la gorge et nous dit voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Dernier point, il y a la justice des hommes, la justice de Dieu. La justice de Dieu, elle est souveraine et Dieu pardonnera peut-être à Dadi. On n'en sait rien. Il faut que nous restions entre places. Notre but, c'est pas de. Peut-être que Dieu lui pardonnera. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On sait rien. Notre but, c'est de faire la justice ici-bas. Et de rester entre place. Rester entre place, c'est pas nous rabaisser. Bien sûr, c'est nous rabaisser un peu, mais c'est aussi nous surélever. Nous ne sommes pas des parasites, nous ne sommes pas des insectes. Nous avons une mission extraordinaire qui est d'établir une justice qui tend vers la perfection ici-bas. C'est très difficile. Et ce n'est pas avec le système juridique que nous avons aujourd'hui que nous pouvons y arriver. Ce n'est pas avec nos élites qui sont infoutues de condamner moralement les déviances. Parce que ce qu'a fait Puff Daddy, c'est le sadisme d'ambiance. C'est le marquis de Sade. Le marquis de Sade vous savez, dans les magasins, vous avez souvent une musique d'ambiance. Hein, c'est du hip-hop ou de la pop ou de la bossa nova remixée. Là, vous avez le sadisme est devenu notre culture populaire. Hein. Nous sommes plus, nos élites ne sont pas capables de le condamner moralement. Ce qu'a fait Puff Daddy, c'est juste ce qu'il aurait fait, présent son innocence, c'est juste traduire, c'est pousser le curseur un peu plus loin. Il a poussé le curseur un peu plus loin du mode de vie, de la promiscuité sexuelle que nos élites nous enseignent. Et deux points pour terminer. J'aurais dû terminer longtemps, mais là je suis déjà. Mais deux points pour terminer. Au Brésil, durant l'esclavage, qui a duré jusqu'en 1868, je crois, tard donc, les maîtres blancs des fazendas, des haciendas, ils insistaient pour que les esclaves noirs vivent dans la promiscuité sexuelle. La senzala, c'était le hangar où vivaient les esclaves. Enfin, il y avait deux types de noirs, comme aux États-Unis. Il y avait les noirs de la maison et enfin, les esclaves de la maison et les esclaves de la senzala qui vivent dans le hangar. Là, c'était une espèce de dortoir sans privacité où on incitait à la débauche. Il ne fallait pas que on sache le nouveau-né, il ne fallait pas qu'on sache qui était son père. Il fallait qu'une femme soit de plusieurs. Donc elle est de personne. Donc elle peut être demain raptée, violée, transportée, vendue. Tout le monde s'en fout. Elle est à personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le patriarcat, on dit le patriarcat. Ouais. Le patriarcat a beaucoup de défauts. Hein. Nous sommes tous des traumatisés du patriarcat. Tous. Enfin, je parle de moi. Mais il y a une protection. La femme est de personne. Voilà. Les enfants ne connaissaient pas leur père. Il n'y avait pas de famille, évidemment, mononucléaire là-dedans. Il y avait une espèce de meute. Je dis meute sans. Bon, c'est péjoratif, mais bon. Nous sommes aujourd'hui dans la meute. Nous sommes plongés dans une atmosphère de promiscuité sexuelle, comme les esclaves de la Senzala du 19e siècle. Voilà, on est prisonnier de ça. Ça nous rend impuissants. Hein, ils se sont pas révoltés ou pas suffisamment contre une minorité de blancs à l'époque. Ben nous ne nous révoltons pas contre nos chefs aujourd'hui, qui nous méprisent, qui nous maltraitent. Nous savons qu'ils nous maltraitent, mais on ne se révolte pas. Entre nous, qui va se révolter contre le régime qui lui donne l'accès à Pornhub? Entre nous. Est-ce que toi, tu vois un jeune entre 15 et 25 ans se révolter contre un régime qui lui donne l'accès à Tinder, Pornhub, à cette promiscuité sexuelle vendue, perçue ou réelle? Non, nous sommes coincés là-dedans. Premier point. Deuxième point, théorie de la conspiration, mais on s'en fiche. Enfin, il vaut mieux réfléchir. Il vaut mieux poser les questions. Essayer de réfléchir, quitte à tomber dans la conspiration, que d'être un abruti. Parce que le système ne nous prépare pas à être dans la vérité, dans le vrai. Il nous prépare à être, il fait de nous des idiots. Il nous veut idiots. Il nous veut idiots. D'ailleurs, seul un idiot peut être content, je m'excuse de le dire comme je le pense, de ce qui se passe au gouvernement français. Enfin, les gens ont voté pour
tout sauf ça. Et ils ont ça. Ah oui, mais ils les prennent pour des idiots. Il faut être idiot pour être content. Pour dire ouf, il faut être idiot. Eh bien, euh, j'ai perdu le fil, évidemment. Un idiot de plus. Euh, bon, j'arrête je vais desserrer le collier là de la pénitence. Euh, Conspiration, j'ai entendu quelqu'un dire récemment que ce gangster rap dont Puff Daddy est un symbole, il a fait beaucoup de mal aux Noirs américains. Il les a installés dans une espèce de senzala, dans une espèce de hangar où on promeut la violence, promeut l'irresponsabilité, le rappeur étant un adolescent éternel. Tu vois pas un rappeur père, un type qui a des tatouages ici, un piercing en or ici, une chaîne en or de 3 kilos, et qui n'arrive même pas à faire sa ceinture, et qui a qu'on voit son caleçon quand il se penche par derrière. Un type comme ça, il peut pas être un bon père de famille, je m'excuse. Dites-moi, accusez-moi de rigidité, de dogmatisme, je m'en fiche. C'est pas possible. C'est un type qui est probablement, il y a de grandes chances d'abandonner sa famille. C'est le grand mal des Noirs américains. C'est les familles monoparentales. L'abandon, la fragilité de la cellule familiale. C'est ce gangster rap, c'est le culte de l'ignorance, de la vulgarité, le culte évidemment de l'inceste, motherfucker. On est dans la senzala brésilienne du 19e. On- Même évidemment, même si c'est au sens littéral, enfin figuré, même métaphorique, les mots ont un impact. Les mots s'inscrivent dans l'inconscient. Je suis désolé, les types, l'inceste est un interdit même chez les peuplades de Nouvelle-Papouasie. Eh bien, dans la culture noire américaine, le motherfucker est devenu, l'inceste est devenu, voilà, c'est impossible. Ah, c'est sur toutes les ondes. Euh, Tu entends la discussion de ce gangster rap. Les jeunes s'appellent entre eux dog, chien. Je suis désolé, c'est la déshumanisation. Et on a on a donné les clés de ce projet fasciste à des noirs. On a donné. Alors, est-ce qu'on leur a donné? Alors ça, c'est la conspiration, hein. Une entité leur a donné ce projet-là. Ou est-ce que des Noirs se sont saisis, ont mené ce projet contre d'autres Noirs? Je ne sais pas ce qui est le plus grave. Mais en tout cas, je trouve que dans ce cas Puff Daddy, nous avons, j'espère, que nous arrivons à la limite de ce modèle-là. On ne peut pas, c'est comme ceux qui tirent sur Trump. On ne peut pas dire toute la journée que Trump est une menace existentielle pour les États-Unis, pour la démocratie américaine, et s'étonner que quelqu'un lui tire dessus. C'est normal. Eh bien, on ne peut pas inciter au motherfucker toute la journée et s'étonner que les gens se comportent comme des animaux. Que la violence, que l'ensauvagement, tu peux pas stimuler l'animalité et t'étonner que les gens ne se comportent pas comme des êtres humains civilisés. Voilà, et là, bien sûr, on racialise le propos parce qu'on parle des États-Unis et du rap, mais ce qui arrive aux États-Unis arrive en France à des bons Français de souche, il arrive au Maghreb à des bons Arabes de souche ou des Berbères de souche. Il faut voir ce qui se passe sur TikTok, faut voir la pourriture mentale qui est distribuée sur TikTok. Donc nous sommes tous, encore c'est la nature humaine, nous sommes tous frères et sœurs dans le martyr. Nous sommes tous vulnérables, nous sommes tous influençables. Bon, et donc nous sommes tous fragiles. Et nous devons tous être vigilants. Or, l'époque nous anesthésie. Encore une fois, un régime qui te donne Tinder, l'accès au X. Alors, tu n'as plus le droit d'aller sur Twitter, tu n'as pas le droit de dire tu n'as pas le droit de dire que telle ou telle substance est bonne pour traiter le Covid, mais tu peux voir des trucs X sans censure. Vous voyez ce que je veux dire? Ce système-là est très il nous atteint profondément. Et nous sommes tous égaux devant ce système-là. Et donc, nous devons tous être vigilants. Il faut redoubler de vigilance, beaucoup plus que nos parents. Euh, le virus qu'il faut craindre, c'est pas forcément, enfin, virus physique, c'est un virus digital. C'est moral, c'est la sensibilité. Si on ne fait pas attention, là c'est promis, c'est la dernière phrase, nous deviendrons tous ou des voyous ou des prostituées. Hein, clip de rap. J'espère avoir été utile, pertinent. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ne comptez pas sur la plateforme pour transmettre ce message. Allez, à bientôt.